Et si la prochaine guerre mondiale avait déjà commencé cette nuit? Le monde entier s'est réveillé en état de choc. Au petit matin, la Russie annonce officiellement le lancement d'une opération militaire contre Israël. Personne ne s'attendait à une telle escalade, pas même les observateurs les plus pessimistes. Cette décision explosive survient après une attaque israélienne présumée contre des positions russes en Syrie. C'est le prétexte invoqué par Moscou pour justifier une riposte aussi massive. La Russie affirme vouloir restaurer le balancement stratégique au Moyen-Orient et défendre ses alliés, une déclaration qui fait frissonner tous les diplomates de la planète. Immédiatement, le Moyen-Orient plonge dans la panique. Les sirènes retentissent à Tel Aviv, tandis que les habitants courent se réfugier dans les abris. À Moscou, on parle déjà de mobilisation générale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion d'urgence dans l'espoir, vain, de contenir l'incendie qui menace de tout emporter. Les chaînes d'information diffusent en continu des images de mouvements de troupes, de chasseurs russes décollant de bases syriennes, de navires croisant au large des côtes méditerranéennes. La tension est palpable, la peur s'infiltre jusque dans le moindre foyer. Le risque est immense, une bascule immédiate vers la guerre mondiale. Dans les coulisses, l'alerte nucléaire est évoquée. Les marchés financiers s'effondrent, l'or et le pétrole flambent, et la panique planétaire s'installe, alors que le monde réalise que l'équilibre global pourrait s'écrouler en quelques heures seulement. L'humanité entière retient son souffle. Toutes les lignes rouges semblent avoir été franchies. L'ère de la diplomatie s'efface devant la réalité brutale d'une confrontation directe entre grandes puissances. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Revenons sur la chronologie d'une escalade qui, hier encore, paraissait impensable. Tout a commencé bien avant la première frappe. Bien avant les missiles, les sirènes et la panique, une tension sourde s'installait déjà partout au Moyen-Orient. Les signes avant-coureurs étaient là, visibles pour qui voulait les voir. Mais personne n'a su, ou voulu, les arrêter. C'est d'abord la Russie qui bouleverse l'équilibre régional. Discrètement, puis de façon ostentatoire, Moscou renforce son dispositif militaire en Syrie. Des dizaines de convois traversent la frontière, tandis que des escadrilles entières d'avions de chasse, d'hélicoptères et de drones russes se rassemblent sur les tarmacs de Latakia et Tartous. En Méditerranée orientale, la flotte russe multiplie les manœuvres et les patrouilles. Face à ce déploiement sans précédent, Israël ne tarde pas à réagir. L'armée passe en état d'alerte maximale. Le gouvernement prend une décision douloureuse, ordonner l'évacuation massive des villes du Nord, exposant la population à l'angoisse d'un exil forcé et transformant les frontières en lignes de front potentielles. Les premiers accrochages ne se font pas attendre. Des drones d'origine inconnue sont repérés en vol, certains abattus, d'autres disparaissent mystérieusement. Les agences de renseignement israéliennes signalent un mouvement anormal des forces iraniennes qui entament des manœuvres conjointes avec les troupes russes du côté syrien. Dans le ciel, la tension est presque palpable. Chaque survol, chaque regroupement militaire fait redouter la moindre étincelle. L'Occident s'inquiète, mais la voix de la diplomatie porte de moins en moins loin. Réunion d'urgence, déclaration solennelle, ultimatum à peine voilé. Ni Washington, ni Londres, ni même l'ONU ne parviennent à freiner l'engrenage. Moscou reste sourd aux appels au calme, convaincu que l'ingérence occidentale ne ferait qu'envenimer la crise. À chaque heure, l'incompréhension grandit entre les grandes puissances. Chaque décision, chaque mouvement de troupes rapproche l'humanité d'un point de non-retour. La peur d'un effondrement général, d'une guerre totale, s'empare des esprits. Les marchés financiers vacillent, le pétrole atteint des sommets, l'or devient une valeur refuge. L'atmosphère mondiale est électrique, chargée d'un sentiment d'impuissance face à la spirale du conflit. L'ordre ancien vacille, et plus aucune négociation ne semble capable d'arrêter l'escalade. Le monde retient son souffle. Mais lorsque les diplomates quittent la pièce, il ne reste plus que la logique de la guerre. La première frappe vient tout bouleverser et plonge le monde dans l'inconnu. Quand les bombes tombent, les mots ne servent plus à rien. Dès les premières lueurs, l'odeur de la guerre sature l'air. Des dizaines d'avions de chasse russes franchissent la frontière syrienne, frappant des cibles stratégiques en Israël.
En riposte immédiate, l'aviation israélienne bombarde des positions militaires russes en Syrie et détruit plusieurs convois de blindés près du Golan. Chaque frappe est une réponse, chaque explosion, un nouveau deuil. Les bilans humains s'alourdissent, des centaines de victimes, soldats et civils confondus, alimentent la spirale infernale. Mais le point de non-retour est franchi quand Moscou et Téhéran signent un accord nucléaire historique. Officiellement, il s'agit d'un partenariat pour l'énergie civile. Mais très vite, des images satellites révèlent des transferts de matériel militaire, systèmes de guidage, composants de missiles, caisses suspectes. Les services de renseignement sonnent l'alarme. L'Iran aurait maintenant de quoi assembler une ogive nucléaire en moins d'un mois. À Tel Aviv, le gouvernement israélien se réunit en état de crise. Les systèmes dômes de fer et flèche 3 sont déployés à pleine capacité, redoutant le pire. Washington et Londres appellent au cessez-le-feu, mais leurs voix se perdent dans le vacarme des sirènes et le grondement des moteurs d'avion. Dans l'ombre, une guerre secrète fait rage. Attentats à la bombe à Beyrouth, sabotage de pipelines en Syrie, cyberattaques sur des infrastructures énergétiques en Russie et en Israël. Les agents du Mossad et du FSB s'affrontent dans des rues anonymes, tandis que des explosions mystérieuses secouent des silos nucléaires présumés en Iran. La terreur change de visage. C'est la guerre de l'ombre, une bataille où la technologie règne et où la vérité disparaît sous les décombres. L'économie mondiale chancelle. Les bourses s'effondrent, le prix du pétrole flambe, le gaz se raréfie. Les chaînes logistiques se brisent, jetant des millions de personnes dans la précarité. Dans les rues de Paris, Berlin ou New York, la panique gagne les foules. Supermarchés dévalisés, files interminables devant les stations-service, scènes de chaos. Le monde découvre la fragilité de son confort, menacé par l'imprévisible. La peur s'installe, insidieuse. La possibilité d'une escalade nucléaire n'est plus un scénario théorique, mais une menace palpable. Les institutions vacillent, les alliances se fissurent. Pour la première fois depuis la guerre froide, l'effondrement général semble possible. La question n'est plus de savoir qui gagnera, mais ce qui restera du monde si la ligne rouge est franchie. Le conflit s'étend, et chaque camp est prêt à aller jusqu'au bout. Que reste-t-il à perdre quand tout ce qui faisait la stabilité semble s'écrouler? Alors que la tension atteint son paroxysme, le monde retient son souffle. La menace nucléaire est désormais à portée de main, et une seule décision suffirait à plonger l'humanité dans l'inconnu. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller avant de tout détruire? Cette question n'est plus une fiction. Chaque heure, le conflit franchit un nouveau seuil de gravité, menaçant d'emporter l'humanité dans l'abîme. L'entrée officielle de l'Iran bouleverse totalement l'équation. Les premières frappes balistiques iraniennes visent le territoire israélien, tandis qu'Israël riposte directement contre les installations nucléaires de Natanz et de Bushehr. Les images de silos en flammes et de panaches de fumée au-dessus du désert font le tour du monde, semant la panique de Téhéran à Tel Aviv. Les conséquences humanitaires deviennent immédiatement catastrophiques. Des centaines de milliers de civils fuient, abandonnant tout. Les infrastructures vitales, comme l'eau et l'électricité, s'effondrent. Dans certaines villes, la famine et les épidémies réapparaissent, l'aide humanitaire est bloquée ou bombardée. Des familles entières errent sur des routes détruites, à la recherche d'un abri impossible. La technologie militaire atteint de nouveaux sommets de destruction. Drones kamikazes iraniens, missiles hypersoniques russes, contre-mesures électroniques israéliennes. Désormais, c'est une guerre où la vitesse et l'automatisation remplacent parfois l'humain. Les réseaux électriques et les communications tombent. Les cyberattaques plongent des pays entiers dans le noir. Face à ce déferlement, l'Europe, les États-Unis et la Chine tentent de stopper l'apocalypse. Sommets d'urgence, ultimatums, menaces de sanctions. Mais personne ne parvient à briser la spirale. Les tentatives de médiation échouent, les alliances se fracturent, la diplomatie mondiale semble paralysée. Une question hante chaque discours, chaque réunion secrète. Le prochain missile sera-t-il nucléaire? Car la moindre erreur, la moindre provocation supplémentaire peut déclencher l'irréparable. L'humanité entière joue son avenir sur un fil,
risquant l'annihilation nucléaire ou, dans le meilleur des cas, l'effondrement du vivre ensemble planétaire. Le spectre de la fin n'a jamais semblé aussi proche. Mais l'histoire n'est pas écrite. Sur quelle base pourrait-on éviter l'irréparable? Et si, au-delà de ce chaos, quelques leviers restaient pour inverser le destin? À quoi pourrait ressembler un début de désescalade dans cet enfer? Dans la nuit la plus noire, que pouvons-nous apprendre? Lorsque tout semble vaciller, les enseignements que nous tirons aujourd'hui pourraient façonner l'avenir de l'humanité. D'abord, l'échec cinglant des mécanismes collectifs saute aux yeux. L'Organisation des Nations Unies a été totalement impuissante, incapable même d'imposer un cessez-le-feu. La diplomatie internationale s'est figée, prisonnière des intérêts nationaux et des jeux d'alliance. Personne n'a pu empêcher l'irréparable. Le monde se découvre sans gilet de sauvetage. Face à cette paralysie, la rue s'est levée. Sur tous les continents, des millions de citoyens ont exprimé leur refus du fatalisme, brandissant des appels à la paix devant leur parlement et sur les réseaux sociaux. Des manifestations géantes à Paris, à New York, à Istanbul ont rappelé que la voix des peuples compte, même quand les dirigeants se taisent, tout s'affronte. Mais est-ce suffisant? Car une autre réalité s'impose. Les limites de la dissuasion nucléaire, pierre angulaire de l'ordre mondial depuis près de 8 décennies, apparaissent plus tangibles que jamais. Face à la course à la technologie et à la perte de confiance entre États, la menace atomique ne prévient plus, elle paralyse. La certitude d'une destruction mutuelle assurée ne suffit plus à maintenir la paix lorsque chaque acteur craint de subir l'irréparable. Existe-t-il encore une voie pour désamorcer la crise? Certains évoquent la médiation de puissances neutres, les concessions douloureuses mais nécessaires, ou la création d'alliances inédites pour sortir de l'impasse. Mais chaque scénario paraît fragile, suspendu à la volonté de dirigeants acculés et à la pression d'opinion publique effrayée. Nous sommes à un carrefour, la dernière chance d'éviter la destruction totale ou le risque de sombrer dans l'irréversible. Le moindre faux pas pourrait précipiter le gouffre. Pourtant, c'est dans l'obscurité que s'invente parfois la lumière. Si nous savons tirer les leçons de nos erreurs et refuser l'escalade, il reste une infime possibilité de réinventer la paix. En conclusion, que retiendrons-nous de cette crise qui a changé le monde? Mais la nuit n'est pas encore finie. Regardons maintenant les signes, faibles ou puissants, qui pourraient annoncer un retournement de situation ou l'irruption de l'imprévu. Le monde n'a pas explosé aujourd'hui. Mais demain? Cette question brûle toutes les lèvres, parce que pour la première fois depuis des décennies, nous avons tous compris à quel point notre avenir tient à un fil invisible, fragile, et que personne ne contrôle totalement. Face à l'escalade entre la Russie et Israël, la tentation pourrait être de détourner le regard, de croire que cette crise restera loin de nous. Mais chaque missile tiré, chaque menace nucléaire échangée, concerne l'humanité tout entière. Notre futur, notre sécurité, notre mode de vie sont en jeu, et personne n'est à l'abri de l'irréparable. Ce conflit n'est pas seulement une dispute régionale. Il est le signe que l'ordre mondial s'effrite, que la diplomatie recule devant la force brute et la peur technologique. Si nous restons passifs, si nous renonçons à poser des questions et à exiger des comptes, alors demain, la catastrophe ne sera plus une menace, mais une réalité. L'histoire nous a appris une chose. Les erreurs d'hier se répètent quand l'indifférence l'emporte sur la vigilance. Alors, que faire? Refuser la fatalité. Nous devons redoubler de lucidité, de courage et de solidarité. Cela commence par s'informer, débattre, interpeller les responsables politiques et ne jamais céder à la peur ou à la haine. Chaque voix compte, chaque engagement individuel ou collectif pèse sur la balance de la paix ou de la guerre. Demain dépend de nos choix, de notre responsabilité individuelle et collective. Si nous voulons éviter que le pire devienne inévitable, il faut s'unir pour réinventer l'espoir, pour défendre l'humanité contre sa propre folie. Le monde n'a jamais autant eu besoin de vigilance et de conscience. Restons éveillés.